Jorim est un militant breton. Tu es ex-animateur d'EGA. Tu as été également coordinateur de campagne dans l'équipe NUPES du candidat vert Damien Girard dans la circonscription de Lorient. À toi. C'est tout à fait ça. Alors moi j'ai jeté mon papier sur le comité électoral parce que merci Laurent, et vraiment c'est sincère, c'était très complet sur la répartition des GA, des choses qui sont importantes de rappeler, je pense. Parce que, à titre personnel, moi j'ai un petit souci, c'est que je me suis lancé dans l'engagement, grosso modo, après les Gilets jaunes, donc à la fin de... Moi, la mienne, de mon engagement des Gilets jaunes, ça devait être en mars 2019. Voilà. J'ai fait, oh, ok, c'est bon. J'ai l'impression d'être arrivé au bout. Les mouvements sociaux ne vont pas être entendus par la Macronie, par le pouvoir qui est en place. Il faut gagner les élections. Donc... J'étais déjà un électeur de gauche avant, du Front de gauche, de la France Insoumise. J'avais donné quelques tracts à Paris pour filer un coup de main dans la dernière ligne droite, mais je ne me considérais pas comme un militant, et c'est ce que j'ai cherché à devenir ensuite. Donc, pour revenir sur un côté un peu plus positif, mais c'est pas mécanique, c'est que dans tous les témoignages que j'ai entendus depuis le début, dans toutes les interventions, il y a cette espèce de dualité entre, il y a un côté positif et puis il y a les aspects négatifs. Le côté groupusculaire des GA, c'est formidable, et puis on se rend compte que ça pose des problèmes en termes de prise de décision à des moments clés. Et on peut décliner un peu toutes les strates de notre organisation comme ça. Il y a du très bon chez Jean-Luc Mélenchon, et puis il y a du très mauvais en termes de clivant, en termes de caractère, en termes de quel est son projet. Voilà, on a tout entendu quand on est au contact avec la population générale, quand on milite, que ce soit sur les marchés ou ailleurs, essayez d'aller ailleurs que sur les marchés, mais vous le savez, on entend des choses qui sont vraiment frappées du bon sens, du coin du bon sens, sur l'analyse politique globale. Et mon intervention était sur les comités électoraux. Alors, pour être rapide, et après ce que je vous propose, c'est que je sens qu'il y a une fatigue et une envie de participer que je trouve tout à fait légitime. Donc je vais sacrifier les 10 minutes. Et puis, à la limite, je veux bien interagir un peu avec vous si vous arrivez à garder le contrôle, notamment sur le fait que ce serait dommage que ça tombe vraiment dans moi à tel endroit j'ai eu un conflit avec un tel, etc. Voilà. Cela dit, c'est important d'avoir ces témoignages-là aussi, et je suis d'accord que peut-être dans le 93 c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, cher ami, cher camarade. Moi j'ai un très bon abord du POI au départ. Une de mes plus belles rencontres militantes, c'est un militant POI de Strasbourg que j'ai croisé en caravane de l'Union populaire à Tours. C'est le truc que je trouve formidable dans notre mouvement, c'est que avec Action Populaire, ce réseau social, on peut, en campagne présidentielle, se balader partout, tomber sur des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes outils, et je crois que ça a fait en grande partie la croissance de ce mouvement. C'était la possibilité qu'on puisse tous s'impliquer au même moment. Cela dit, pour gagner dans cette nouvelle situation politique qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, post-NUPES, post-2022, je crois qu'on sait tous à peu près comment faire, et ça ressort dans les témoignages, c'est-à-dire que c'est pas si compliqué que ça. Moi, je suis assez passionné d'animation de groupe. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance, il faut que le groupe soit homogène. Donc les GA, c'était pas mal comme idée. Et puis, il faut être un minimum cohérent entre le fond et la forme. Et là, on arrive à intégrer, et moi j'en suis un bon exemple, je me suis intégré un peu tout seul, j'étais volontaire, mais quand même, c'est parce que c'était cohérent que je suis devenu un militant de la France Insoumise, que je suis devenu candidat chef de file. J'ai pas été chef de file, puisque à un moment donné arrivent les investitures. À un moment donné arrive la confrontation collective et individuelle avec l'ambition politique. Moi, je vois les choses, les mandats, vraiment comme une charge. C'est au service de l'intérêt général. Si jamais un jour je suis élu, je vais faire attention au burn-out, parce que voilà, je sais que j'ai cette tendance c'est important pour moi, c'est sincère, c'est ancré, et j'ai rencontré plein de gens formidables qui étaient réunis par cette vision-là des choses. C'est-à-dire que quand on dit aux gens qu'on va changer la manière de faire de la politique, je crois qu'on est cru et qu'on arrive à convaincre, parce qu'à un moment donné, on a cette part de sincérité qui n'est pas des éléments de langage, qui n'est pas de la technique militante, c'est pas de la vente d'un programme, c'est une interaction humaine. Et puis ça marche parce que dans la durée, à un moment donné, les gens vous observent et puis décident de croire en ça, en cette réalité, en cette sincérité. Et les comités électoraux, tels qu'ils sont fonctionnels, tels que moi j'ai pu les observer, l'idée est pas con, c'est-à-dire que ça a l'air d'être une tendance quand même, l'idée est pas mal.
Et puis, la concrétisation est catastrophique. Mais vraiment, c'est pas un terme choc. On a 3 personnes qui sont des militants, militantes en Bretagne, qui vont être chargés d'être le comité électoral régional. J'imagine que dans les différentes régions, c'était le même modèle. Ces gens-là, on les aime pas. Moi, je les connaissais pas, parce que je suis arrivé dans la région. Donc vraiment, zéro a priori. Elles ont donné un temps énorme pour faire les petites visios sur les candidatures de chefs de file, pour essayer de démêler les petits conflits, pour essayer de faire un travail qui structurellement n'était pas possible. C'est-à-dire qu'en Bretagne administrative, je pense à mes copains bretonnants, on a 40 circonscriptions. 3 personnes, dont une sera candidate elle-même dans en plus une super candidature, dans une circonscription. Ceux qui ont été candidats, ceux qui ont travaillé aux proches de chefs de file et de candidats savent ce que c'est quel investissement ça demande pour espérer obtenir un résultat positif pour ce programme. C'est juste pas possible, en fait, d'avoir cette charge de travail-là. Donc il y a le problème fondamental de l'assise démocratique, du corps électoral sur lequel va s'appuyer cette décision, qui, à mon avis, doit être le plus large possible pour décharger les individus, qui doivent être des individus de confiance, parce qu'on ne confie pas autant de charges à n'importe qui, c'est normal. Donc on se retrouve avec ces problèmes de ligne. Voilà. On ne peut pas être désigné, tiré au sort pour faire du comité électoral, parce que si on n'est pas dans la ligne, ça a de grandes conséquences. Et ben, je crois que c'est toute cette dynamique-là qui est prise à l'envers. Et je crois que si on doit être dans un mouvement évolutif qui va percer cette abstention, ce sera par un recrutement de nouveaux militants, une médiation militante qui permettra d'aller effectivement voir nos concitoyens le plus possible. Et ben, si on n'arrive pas à être cohérent et si on n'arrive pas à installer des modes de désignation des candidats qui permettent d'être au clair avec son ambition et d'avoir une cohésion de groupe derrière qui évite de détruire la personne qui a été bien ou mal accueillie. Enfin, je veux dire, sur les 577 circonscriptions, il va y avoir 577 histoires qui seront à la fois avec des points communs, des lignes de force qui se ressemblent, parce que nous, on est un pays relativement bien équilibré administrativement. Je reconnaissais un peu le Morbihan dans la carte des Pyrénées. Voilà, c'est pas du tout la même échelle, mais il y a des centres de gravité, il y a des spécificités comme ça, etc. Et donc, on a ce comité électoral national qui, vous avez sûrement été plus nombreux ici à y avoir affaire. Bon, il y a des règles qui sont plus ou moins transparentes, on s'y conforme. Quand on est de bonne volonté, qu'on a envie d'avoir un résultat, en général, de bonne volonté, on essaye d'avoir de bonnes relations. On est content, si on est au PG, d'avoir quelqu'un au PG. Il se dit, bah, celui, il est chargé un peu de nos intérêts. Et je crois que tout ça n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas. Et donc, ça crée énormément de frustration. Et moi, qui suis un nouvel entrant depuis 2017, mais il y a un turnover chez nos candidates, nos candidats, qui est pas tenable. Là, c'est pour faire un peu de développement commercial. Quand vous avez un bon produit et que vous n'êtes pas capable de retenir les clients, vous êtes épuisé très vite parce que dans votre épicerie bio, vous avez toujours des nouveaux clients. Et puis, personne n'a les moyens de s'acheter durablement votre pain bio à 8 €. Et donc, c'est compliqué de faire tourner la boutique. Et j'ai un peu cette impression-là pour la France Insoumise, désolé pour l'analogie, qu'on va fonctionner par vague de recrutement parce que le projet est tellement bien, ce programme est quand même vachement bien ficelé, et qu'en plus on est capable d'expliquer assez facilement les grandes lignes de comment on va le mettre en place. Ça fonctionne. Il faut absolument que la structure arrive à un moment donné à être en accord avec ça, parce que sinon on va continuer à taper face à des incohérences, et il y aura une dissonance cognitive telle que voilà, des gens qui font la démarche comme nous, des militants qui font la démarche de venir en parler, même si oui, on en a peur. Voilà, moi je suis ex-animateur de GA parce que je fais un peu comme toi. J'ai anticipé une éventuelle exclusion parce que je me suis dit, après des phases un peu pénibles des conflits interpersonnels comme ça depuis un an, est-ce que j'ai envie... Non, j'ai envie de porter ce projet collectif avec vous, d'aller au bout de la démarche de la démocratie pour l'avenir en commun. Je pense que ça passe par des militants qui sont cohérents avec ça. J'ai pas besoin d'action populaire. Voilà, c'est un outil formidable. Mais effectivement, heureusement qu'il y en a qui peut-être se sont moins exposés que moi à certains moments et qui, à l'intérieur de la France Insoumise encore, de ce mouvement gazeux, font le travail. Voilà. J'espère qu'on le verra dans les chiffres qui rejoindront l'appel à un moment donné, mais je crois que c'est pas forcément nécessaire
en tant que tel, qu'on a fait et on est en train de faire la preuve, et le plateau qui arrive va être costaud, bon, voilà, la manière dont ça dysfonctionne, pour les gens de bonne foi, c'est assez évident. Et c'est pas la faute de la presse bourgeoise, si c'est le cas. Et donc, il faudrait peut-être arrêter avec cette espèce d'ambiance complètement paranoïaque qui se diffuse sur Twitter, sur Facebook, sur machin. Je crois que c'est de l'énergie militante qui est très très mal dépensée. Elle n'est pas infinie et qu'on pourrait peut-être aller à nouveau rentrer dans la croissance des GA, à nouveau rentrer dans l'animation de collectif pour les victoires de demain, parce qu'elles sont, vous le savez, nécessaires pour nous, pour les gens surtout les plus précaires et qui ne sont pas encore engagés. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va distribuer la parole. Je vais laisser... ah non, tu Julie. as dit que tu étais OK pour Allez, la c'est passer parti. la parole. Donc il y avait le grand jeune homme. Oui, c'est ça, énervé, sinon... Non, énervé de ne pas avoir... Enfin, il était agacé de ne pas avoir la Il s'est parole. levé tel un arrière. C'est tout. Je t'en prie. Merci. Je voulais rebondir sur l'intervention de la camarade de Sénart parce que ça pose la question importante du pluralisme, en fait. Et qui est une force, à condition qu'on se respecte les uns les autres. Donc pas d'insultes, pas de calomnies. C'est difficile, hein, parfois on déforme. Bref, moi je suis pas au POI. En es-tu sûr? Non, je rigole. Merci. J'ai plein de désaccords avec eux, à commencer par le fait qu'ils n'ont pas signé l'appel, donc c'est très dommage. Mais ce que j'entendais dans l'intervention, c'est aussi que j'ai l'impression qu'il y avait un désaccord politique, par exemple, sur la NUPES. Et ça, ça devrait pas être grave. Si on avait des outils de démocratie interne, on pourrait délibérer, et puis on pourrait décider que la NUPES c'est bien, et alors on s'y tient. Ou on pourrait décider que c'est pas bien, ce que je crois moi que c'était pas bien. J'aurais bien aimé être consulté et pouvoir me battre en interne contre cette ligne. Bon. Donc c'est pour ça qu'on se bat, pour qu'il y ait cette démocratie interne. Sinon, on le voit bien, on perd des forces. Et ça, c'est vraiment très dommage. On l'a vécu aussi à Aulnay d'une autre façon, qu'on perd des forces à cause du manque de démocratie. Et pour cette démocratie interne, il y a un dernier point que je voulais dire, et c'est aussi par rapport à cette expérience de Sénart, c'est qu'il faut que les minorités, elles aient des droits. Et on a parlé de gens qui vendent un journal. Moi, je pense qu'ils ont le droit, en fait. Après, c'est bien de ne pas trop forcer, c'est vrai. Mais on a le droit de vendre un journal, on a le droit d'avoir un site. En tant que courant du parti France Insoumise, on devrait avoir le droit d'avoir un site. L'appel pourrait avoir un site, pourquoi pas. On a le droit de s'adresser dans les médias, qu'ils soient bourgeois ou non. Ça fait partie, même quand on n'est pas la majorité officielle. Donc voilà, c'était juste mes réflexions. Merci. Merci. Merci à toi. Ouais. Alors, une dame. Voilà. Est-ce qu'il y a une dame? Je vois pas. Non, On veut une vraie C'est un dame. monsieur? Bon, du coup, il n'y a pas de dame qui va poser de questions? Si. Chantal. Il y a un point sur lequel j'aimerais moi revenir, c'est sur les minorités. Et je m'y arrête parce que ça, c'est mon boulot. Je suis ancienne conseillère à l'emploi. Et nous, les minorités, par définition, elles sont fragiles. OK ? Que ce soit à cause du handicap, de l'ethnie. Voilà. Ça a une terminologie, une minorité. Et à LFI, on n'a pas le droit d'être une minorité parce qu'effectivement, on n'est pas entendu et qu'on ne veut pas nous entendre. On n'a pas le droit, quand on est minoritaire, de parler. Et ça, c'est ce que j'estime le plus insupportable par rapport à ça, d'autant plus quand on est sur des GA un peu en campagne, où on est un peu isolé, où on va être à trois, perdu effectivement dans notre campagne, c'est le cas de le dire, entouré par du RN, en veux-tu, en voilà partout, et que effectivement on nous demande de, je dirais, tracter, et à aucun moment on ne comptabilise effectivement notre parole. Alors moi je voulais revenir aussi là-dessus par rapport au comptage de nos actions. Je ne supporte plus qu'on effectivement prenne en compte
nos réunions, nos débats. Alors, moi, ce que je voulais poser comme question aux gens du canal historique, on a parlé de canal historique hier de LFI, je n'ai pas l'histoire. Moi, j'ai des gens qui y sont depuis longtemps, que je connais sur le 27, et qui m'ont dit qu'au départ, au niveau d'Action populaire, les réunions étaient comptabilisées. Et sans le dire à personne, c'est très symptomatique, les compteurs ont changé. Pourquoi ? C'est exactement le point clivant, j'estime, qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on ne veut plus nous entendre. On veut nous voir agir, mais surtout pas entendre. Et quand on veut effectivement, à un moment, parler, on ne peut plus. Et ça, c'est ce qui, pour moi, est insupportable. Aujourd'hui, on est minoritaire. On ne veut pas nous entendre. S'il faut rentrer par la fenêtre au lieu de rentrer par la porte, on rentrera par la fenêtre. Merci, oui. Allez, je donne la parole à Daniel. Moi, c'était juste pour une petite atténuation. Je veux bien qu'on pense que les gens qui ont le sentiment que nous sommes attaqués par la presse bourgeoise et celle qui l'avoisine, c'est un peu un effet de sentir toujours agressé. Il n'empêche quand même que dans une émission de pro, il y a quand même Enrico Mathias qui a dit qu'il fallait tuer les insoumis en France après le 7 octobre. Et Pro lui dit tuer, vous voulez dire éliminer politiquement? Il dit non, tuer physiquement. Donc, ce n'est pas être parano que de se constater dans une situation grave telle qu'elle l'est actuellement. Voilà. Ouais. Merci. Alors, on a le droit aussi de considérer que c'est Enrico Macias qui s'exprime. Et ça parlera peut-être ici à quelques-uns et quelques-unes, mais je me souviens d'une phase extraordinaire. Moi, j'aime pas mal le foot. Et il y avait eu un scandale parce que Zlatan Ibrahimovic avait insulté notre pays sur un coup de sang avec une histoire d'arbitre. Et moi, ça m'avait fait sourire. Alors, c'est un footballeur, quoi. Et ça avait fait quand même beaucoup de foin. Il y a eu des réactions politiques même pour dire est-ce qu'il faut, je sais pas, la déchéance de nationalité pour un Suédois à cause de ça. Donc voilà, je suis d'accord avec toi. Il y a un système de presse bourgeoise, bien sûr, mais je crois que c'est pas du tout de ça dont on parle. C'est l'utilisation en interne de cet argument-là vis-à-vis d'autres militants qui ne sont pas, eux, des sujets de la presse bourgeoise, et qu'il faut faire attention parce que pour moi, c'est des confrontations argumentaires qui sont frontales et qui viennent couper en fait toute possibilité de dialogue. Alors, je dis pas dialoguer avec Bolloré, hein, ce gars-là, il a un projet politique, mais c'est pas parce qu'il y a un journaliste qui vient voir que forcément on doit rentrer, nous, dans cette logique-là, et qu'à un moment donné, pour se défendre des diffamations et des attaques injustes, il vaudrait mieux que le mouvement soit, irréprochable. Alors, irréprochable, voilà, c'est tout, rien n'est parfait. Mais si on n'avait pas des critiques fondées qui étaient manipulées, et qu'il y avait juste les manipulations, ce serait beaucoup plus simple. Moi, à titre, je me souviens, puisque Serge Faubert est là, il pose la question sur un de nos... c'était à Mathilde Panot, hein, présidente du groupe. Il y a une petite différence entre Serge Faubert et Frédéric Aziza. Et la réponse, à ce moment-là, de la part de notre présidente de groupe, moi, personnellement, en tant que militant, je ne l'ai trouvé pas à la hauteur. Et le réflexe que j'avais en discutant, c'était « Ah, mais la presse, elle nous agresse tout le temps ». Ouais, mais enfin là, on le connaît lui aussi, Monsieur Faubert. Il est plutôt considéré comme étant quelqu'un qui fait un travail objectif le plus possible et honnête de chronique de la politique française. Et donc, si on n'est pas capable de mettre tout le monde dans le sac, pour moi, c'est pas très efficace. Voilà, c'était juste ce point-là que je voulais défendre. Juste, je pense qu'en fait, l'utilisation de la presse en interne ne doit pas justifier un arrêt de la pensée au niveau politique. Ça peut pas être un argument qu'on se balance les uns envers les autres pour en fait museler un débat. Et c'était surtout ça en fait le problème. Il faut qu'on puisse continuer à penser. Oui. Bonjour, moi je suis venu plutôt en observateur parce que j'étais intéressé par votre mouvement. Donc j'ai été intéressé par la première partie de la discussion de ce matin. J'ai trouvé une critique qui paraissait très pertinente de l'absence de démocratie au niveau de la structure de l'AFI.
J'ai été aussi intéressé par les témoignages de cet après-midi qui expliquent par des exemples comment ça se traduit sur le terrain. Par contre, j'ai quand même une grosse interrogation, c'est quelles propositions sont faites pour pallier à tout ça. La journée n'est pas terminée, camarades. Excusez-moi. Merci. Après, on avait ici... Alors moi, j'avoue que j'étais sur le départ quand l'appel est venu me cueillir et me retenir, du coup. J'avais une question pour Aurélie et Jorim. Parce que si j'ai bien compris, vous êtes partis. Qu'est-ce qui ferait que vous reviendriez? Vous, si vous réussissez votre coup et à imposer la démocratie au sein de la LFI. Moi, je reviens avec plaisir, en fait. Ce sera nous. Je ferais pas mieux comme réponse. Oui, c'est-à-dire le jour où la direction, mais que ce soit notre ami Bompard, que ce soit Jean-Luc lui-même, si on peut travailler tel qu'on est en train de pointer les failles, et donc oui, il y aura des propositions, mais je vous avoue que c'est compliqué avec nos petits bras, avec nos vies militantes, nos vies tout court, de se dire, là maintenant, on va préparer un rassemblement comme ça, avec des propositions, et on va les mettre en place, alors qu'on est représentatif, je trouve, d'une diversité dans toute la France. Mais on n'est pas encore engagé, peut-être que ça sera décidé, on n'est pas encore engagé dans la construction de quelque chose de parallèle. Hein. Et moi, depuis le début, dans mes expressions sur le forum Telegram, je dis, il faut que ça vienne de l'intérieur. C'est-à-dire, il faut que la direction... On a eu, merci beaucoup, des détails sur les chiffres et sur les finances. C'est des choix. Hein. La politique, il paraît que c'est on choisit à qui on prend de l'argent et à qui on en donne. Là, dans la gouvernance du mouvement, c'est un peu ça pour moi. Le jour où on a les moyens de mettre en place et de nous former, vous voyez, ça prend du temps, ça crée des tensions. Est-ce que le dialogue, là, on n'a pas fait de parole boxée, on n'a pas alterné hommes et femmes. Enfin, il y a plein de règles qui existent, dont va nous parler, je crois, en plus, Xavier tout à l'heure. Il y a des exemples dont on pourrait s'inspirer, mais ça ne se fera pas sans moyens. Voilà. Et là, j'ai l'impression de faire une réunion publique sur l'hôpital, sur l'éducation, sur les solutions, elles peuvent exister, il nous faudra des moyens. Donc moi, je sais pas, j'ai pas le sentiment d'être parti. Hein. Je participe plus à Action Populaire. Les boucles là, les copains, les copines, moi je les fais me taper des soirées à essayer de faire tout bien pour qu'au final ça sert vraiment à rien. Voire pire que rien. Non, ça j'arrête. Finalement, je ne sais pas par quoi commencer, honnêtement. Et je vous assure, je ne sais pas par quoi commencer. Mais je vais rebondir sur le camarade du POI. Je les ai connus pendant les Gilets jaunes, moi. J'ai eu un camarade qui a rejoint notre GA. Moi, je fais partie d'un GA assez spécial. On a une figure nationale qui a été élue députée, qui a été sanctionnée, quoi. Comme chez les Républicains ou chez les Macronistes. Bon, en gros, le truc du 5 minutes au début de la réunion du GA, ça m'a tellement parlé. Parce que là, on a eu une réunion de GA juste en 2023. Il y a eu la crise israélo-palestinienne. Comme j'étais le nouveau co-animateur, parce que l'ancien co-animateur, il est parti, quoi. Donc, j'ai essayé de faire le maximum possible, quoi. J'ai déroulé, j'ai fait la présentation. Je lui ai dit, bon, t'as fait la campagne, t'as pas mal fait la campagne sur le conflit et sur le cessez-le-feu en Palestine. Et là, on avait un camarade du POI. Le camarade du POI, c'était pas forcément lui le problème, mais notre camarade insoumis, qui était assez âgé et qui était plutôt ancien combattant, quoi. En gros, le camarade du POI, il était plutôt calme, mais c'est là que je comprends la tactique de l'entrisme, quoi. Notre camarade insoumis, quoi, qui était aussi un syndicaliste, il nous a déroulé, alors que je lui ai juste expliqué de parler de l'action sur le cessez-le-feu pour la Palestine, il nous a déroulé un speech sur 3 pages. Et j'ai pas pu l'arrêter parce que un speech sur 3 pages sur tout ce qu'il était d'accord. En plus, c'est une circo particulière où il y a la députée Raquel Garrido qui a été élue après 20 ans de règne de la droite, quoi. Donc, il nous a fait un speech sur 3 pages. Et moi, comme je le connaissais, j'ai apprécié vraiment ce militant, quoi. On a fait pas mal de collages pendant les présidentielles et tout ça. Et alors que la plupart du temps, on était d'accord, mais on n'avait pas la même manière de le dire. On n'avait pas les mêmes mots. On n'avait pas les mêmes termes. Mais lui, il utilisait des termes, on utilisait des termes, et il pensait qu'on n'était pas d'accord.
Donc, il nous a déroulé un truc sur 3 pages, alors que je le questionnais sur juste la question du cessez-le-feu en Palestine. Et une autre problématique qui me frustre aussi, c'est la question... après, c'était en 2019, mais maintenant qu'on est passé de 17 à 75, je ne comprends pas à quel point on peut être aussi faible au niveau médiatique, alors qu'on a on a énormément de talents. Pourquoi on n'a pas fait monter des talents? En 2019, pour prendre un seul exemple, il y avait les Gilets jaunes, il y avait les manifs climat et tout ça. Dans ma ville, où il y a 80% d'abstention, on a fait 12% aux européennes. Au niveau national, on a fait 6%. À quel point la stratégie, à l'époque, elle était mal foutue pour faire, dans une ville où on fait 80% d'abstention, 6%. Là, au sénatorial, encore une fois, notre mouvement, force est de constater que c'est un colosse au pied d'argile. C'est vraiment un colosse au pied d'argile. J'ai pas vu plus grand, même si j'aime le Sénat, c'est un EHPAD de luxe, quoi. À quel point cette humiliation de ne pas pouvoir avoir juste un sénateur au niveau national, c'est-à-dire à quel point on a fait une stratégie assez bancale, quoi. Et honnêtement, je pourrais parler de la question de la 6e République, la question sur les questions internationales, mais je pense que je vais être beaucoup trop long et je pourrais quasiment faire une conférence sur ça, tellement j'ai beaucoup de frustration, quoi. Merci beaucoup. Sur la théorie de pourquoi on n'est vraiment pas bon en local et sur d'autres... c'est un peu ce que nous expliquait Thomas ce matin. Je pense que le fait de... C'est fait pour Mélenchon et c'est taillé pour les présidentielles, quoi. Donc, voilà. Il y avait une dernière question. Moi, c'est juste un témoignage. Donc, je suis de Haute-Marne depuis 3 ans, puis que je suis en retraite. Je militais avant Annemasse. Ça se passait super bien. On faisait 40% là-bas. Je suis arrivé dans un bastion facho, la Haute-Marne. On a 2 circonscriptions. C'est un département très rural. 2 circos qui ont basculé au RN. Mais ce qui est dramatique, je vais aller un peu dans ton sens. On a vécu avec une chef de file et qui a été candidate et qui était très dictatoriale. À chaque fois qu'on osait la contredire, on l'insultait. Donc elle a fait remonter ça à la CRP, la commission répressive punitive, comme je l'appelle. Et notre groupe a été suspendu. C'est le groupe de Chaumont. C'était le groupe le plus actif de la Haute-Marne. Donc on ne peut plus militer, on peut plus commander de tracts, on ne peut plus commander d'affiches, on ne peut plus rien faire. Juste aussi une petite anecdote, cette candidate, sur les 2800, on a fait un porte-à-porte énorme. Tous les soirs, en semaine, on était au porte-à-porte. On a fait 2800 portes. Au total, je les ai comptés. Elle a participé à aucun porte-à-porte. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a osé dire qu'on l'insultait ou qu'on avait des propos injurieux à son égard. Peut-être qu'on lui faisait de l'ombre. Je ne sais pas. Alors, je pensais que c'était un cas isolé. Mais ce qui me rassure, c'est que quand j'entends toutes les... Enfin, c'est pas rassurant, oui, effectivement, c'est pas rassurant, mais bon, je veux dire, je me sens un peu moins seul ici. Voilà. Ce qui a fait aussi que j'ai signé l'appel. Et puis, c'est grâce à nos autres camarades. On continue, même si notre groupe a été suspendu, on continue, nous, de nous réunir. Bravo. Voilà. Bravo. Enfin, j'en dis pas plus. Donc, on a relancé la CRP. On espère qu'on pourra réintégrer la France Insoumise. Nous, on ne veut pas la quitter. Merci beaucoup.